Bonjour à tous, vous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce tout premier podcast Fidesco. Alors, c'est une idée qui a germé dans le contexte actuel de crise mondiale et de confinement. Alors, grâce aux médias, on connaît très bien la situation en France ou en Europe, mais on ignore davantage ce qui peut se vivre dans les pays les plus pauvres. Le 27 mars dernier, dans sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape François confesse cette attitude généralisée de somnolence face aux guerres, aux injustices planétaires et aux cris des pauvres. Alors aujourd'hui, on a voulu aller à la rencontre de certains volontaires sur le terrain pour comprendre un peu mieux ce qui se vit dans ces lieux où de nombreux pauvres crient sans que nous les entendions. Je suis avec Claire et Perrine. Bonjour Claire, bonjour Perrine. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes toutes les deux en mission dans la région d'Itanga, qui est un petit village de brousse au Kenya, au service des Sœurs du Sacré-Cœur. Claire, toi tu es infirmière et toi Perrine, tu es sage-femme. Alors, avant de parler un peu plus spécifiquement de la crise actuelle liée au coronavirus, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre mission auprès des Kenyans ? Oui, alors moi je m'appelle Claire, je suis infirmière. Je suis arrivée au dispensaire dans cette brousse kenyane il y a 1 an et demi, en septembre 2018. 2 mois avant que j'arrive, ce dispensaire s'était un peu étendu, c'est-à-dire il a ouvert une salle de 3 chambres d'inpatient. Donc les inpatients, c'est les patients hospitalisés 24 heures sur 24 et une maternité. Donc en fait, c'était tout nouveau. Donc j'ai été un petit peu dans ce projet pour aider les infirmiers dans l'organisation, tout ce qui était organisationnel, parce que quand je suis arrivée, j'ai bien vu que l'organisation était un point faible pour eux. Voilà. Et après, voilà, c'était toute une adaptation aussi. Une mission, c'est essayer d'apporter quelque chose, mais c'est aussi beaucoup recevoir. Parce que quand je suis arrivée, j'ai découvert ce milieu du dispensaire que je connaissais pas, qui était une organisation complètement différente de celle de France. Voilà, que ce soit en organisationnel, mais également en structure. En langue aussi, il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue. Enfin, et puis des pratiques aussi, les pratiques infirmières, elles sont différentes de la France au Kenya. Donc voilà, c'est toute une adaptation différente et puis un partage constant avec mes collègues en ce qui concerne nos pratiques, en ce qui concerne l'organisation, voilà, c'est un partage constant. Tout à fait. Et toi, Perrine ? Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis arrivée en tant que sage-femme ici, donc dans une toute nouvelle maternité, après avoir travaillé 4 ans en France. Donc le nouveau bâtiment de la maternité venait d'être inauguré 2-3 mois avant qu'on arrive, hein, si on se rappelle bien. Et avant, il réalisait quelques accouchements, mais voilà, 10, 20 par mois. C'était un nombre un petit peu plus restreint. Donc voilà, tout était à faire avec la nouvelle équipe, en sachant que les infirmiers ici, il n'y a pas de sage-femme au Kenya. Voilà. Donc les infirmiers font un stage pendant leurs études en obstétrique. Ils connaissent la base, mais tout ce qui est pathologie autour, pas du tout. Donc, ça a été un super challenge parce que finalement, il y avait, voilà, ils m'ont appris beaucoup au niveau de tout ce qui était clinique, ressenti, etc. des patients, écoute des patients. Et en même temps, j'ai pu leur transmettre aussi des gestes un petit peu plus techniques, des manœuvres. Et aujourd'hui, voilà, ça a été vraiment un échange, un échange depuis le premier jour en fait sur nos pratiques. Et voilà, aujourd'hui, le mois dernier, on a réalisé ensemble 50 accouchements avec 50 mamans, 50 bébés qui vont très bien. Tous les jours, on essaye de trouver des petits points sur lesquels on peut s'améliorer. Et du coup, voilà, c'est hyper encourageant parce que notre mission porte des fruits, que ce soit pour Claire ou pour moi. Et voilà, on est toujours aussi contente d'être au sein de notre mission ensemble et voilà, pour faire surtout avec le staff, en fait, l'ensemble de nos collègues, on a une relation qui est quand même assez extraordinaire. Et du coup, ce qui nous a permis et ce qui va nous permettre aussi de faire face à la nouvelle situation du coronavirus ensemble. Ouais. Mais justement, puisque tu en parles, est-ce que le coronavirus est arrivé au Kenya ? Alors oui. Le premier cas, si je me rappelle bien, a été diagnostiqué le vendredi 13. Voilà. Le 13 mars. Donc voilà, je me rappelle parce qu'un de nos collègues
avaient mis des messages sur le groupe WhatsApp en panique en disant « ça y est, on va tous mourir », etc. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est à la semaine 3 ou 4 d'infection ici au Kenya. Le président, tous les soirs, fait une petite interview à la télévision pour annoncer le nombre de personnes infectées, guéries ou voilà, les mesures à prendre. Il a réagi extrêmement vite. Et aujourd'hui, je crois que nous avons 155 patients positifs, 158. Et j'ai envie de dire seulement et grâce à Dieu, parce qu'en 3 ou 4 semaines, avoir 158 patients, quand on compare avec la France ou l'Italie ou l'Europe, on espère que ça va continuer comme ça en tout cas. Et Claire, dans quel état d'esprit sont les Kenyans par rapport à cette situation ? Ils sont plutôt mitigés, c'est-à-dire qu'au début, je pense que c'était un petit peu comme en France, c'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas pris ça forcément au sérieux. Après, il y a peut-être aussi du côté du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement était très réactif. Après 2 jours après l'annonce du premier cas positif au Kenya, le gouvernement a dit aux écoles on ferme tout et on envoie tous les étudiants chez eux. Donc, ce qui en soi est bien. Mais d'un autre côté, en fait, le président a prévenu personne dans le sens où il n'a pas dit aux étudiants pourquoi il les renvoyait chez eux, aux enfants pourquoi il les renvoyait chez eux et aux parents les précautions à prendre chez eux. Donc en fait, ça a été un petit peu le bazar, on va dire, parce que tout le monde devait prendre les transports en commun en même temps, ensemble. Donc pareil, c'était tout le monde qui était au même endroit ensemble pour repartir chez eux. Enfin voilà, ça a été. Du coup, les premiers moments, ils savaient pas trop comment réagir, on va dire. Même Perrine a fait pas mal au début, a pas mal parlé avec les gens autour du dispensaire et au dispensaire pour leur dire, même les gens de la paroisse, pour leur prévenir un petit peu de ce qu'est le coronavirus, de l'expérience qu'on a des personnes qui sont en France, en Italie et de comment se protéger. Et certains lui ont dit merci parce que on a nos enfants qui sont à la maison, mais on ne sait pas quoi faire parce que personne nous a prévenus. Ça fait un petit moment maintenant que les premiers cas sont apparus au pays, donc il y a quand même une bonne prise de conscience qui est là à présent. Voilà. Et au niveau du dispensaire et du personnel soignant, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières ? Est-ce que ça a changé des choses dans votre organisation ? Est-ce qu'il y a eu un afflux, par exemple, de personnes qui ont peur ou pas ? La communauté est italienne. Donc, sur les 4 sœurs qui vivent avec nous, 2 sont italiennes. Et nous sommes françaises. Donc, on avait un petit peu cette expérience, en fait, ce retour d'informations par rapport à l'Europe. Donc, assez rapidement, on a pu prendre conscience de ce qui allait devoir être fait, en tout cas, les mesures de précaution qu'on allait devoir mettre en place. Donc, voilà, le vendredi, le premier cas est arrivé. Dès lundi, on a commencé à fermer une des portes du dispensaire pour avoir une seule entrée, pour pouvoir trier les patients, prendre la température, leur demander de se laver les mains avec du savon, de l'eau. Voilà, on fait en sorte d'avoir toujours une bonne réserve d'eau aussi pour que les patients puissent se laver les mains. On a espacé dans la salle d'attente les bancs, on en a mis certains dehors, on a mis des scotch sur les bancs pour demander aux personnes de s'asseoir à pas plus de 3 ou 4 par banc. Voilà, tout le monde a été un petit peu briefé pour que les bébés, les mamans soient vus le plus rapidement possible pour les vaccinations. Le laboratoire, quand ils vont attendre leurs résultats, ils attendent dehors. Voilà, un petit peu tout ce qui est fait pour nos patients. Et puis la télévision, et puis on les informe aussi par les programmes d'information du gouvernement des gestes à prendre. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a mis des posters aussi. Des posters, et puis à l'entrée du dispensaire, on a mis un point d'eau là où qu'on remplit tous les jours avec du savon liquide. Donc tous ceux qui rentrent et qui sortent du dispensaire doivent se laver les mains. C'est très récent, mais on a mis une petite tente à l'extérieur où on essaye de trier les personnes avant qu'ils rentrent dans le dispensaire. On leur prend la température. Les patients, par exemple, n'ont plus le droit. Alors, on a essayé de limiter au maximum. D'ailleurs, ça fait très vide. Mais les patients admis à l'hôpital, donc voilà, c'est vraiment en cas d'urgence, par exemple, voilà, des problèmes d'hypertension, de diabète qui sont très déséquilibrés, ou par exemple, on a un petit bout de chou qui était brûlé au niveau du corps. Donc voilà, on a besoin de prendre soin de lui et de faire ses pansements tous les jours. Donc, il est resté là. Et puis, les maternités, les mamans qui accouchent, c'est vrai qu'on
qu'on les renvoie un peu plus vite à la maison. Par exemple, la maman, Janet, qui a accouché ce matin, là, elle est retournée à la maison parce que c'est un troisième bébé. On savait qu'elle allait allaiter son bébé sans problème et qu'elle avait moins de risques d'être à la maison que de rester à l'hôpital. En sachant que les visites sont interdites maintenant, donc quand ils restent à l'hôpital, les familles ramènent à manger par la fenêtre, pour pas qu'ils puissent rentrer, ou alors donnent à la secrétaire qui est à l'entrée pour qu'il leur amène le thermos et puis tous les vêtements et voilà. Donc, en ce qui concerne l'équipe, donc on a mis plus de gants à disposition. À tous les points aussi, on avait des contacts avec les patients. Ça peut être dans la salle de consultation, ou ça peut être là où on fait les pansements, les injections. On a mis du gel hydroalcoolique. On a mis à tous les points d'eau du savon liquide, voilà, pour encourager vraiment le lavage des mains et éviter les contacts. Parce que le lavage des mains, c'est pas systématique. Même à l'hôpital au Kenya, c'est. Ouais, non, c'est. Mais du coup, je suis contente pour ça. C'est un point qui va être amélioré. Je suis contente. Il y a aussi en fait, nos travailleurs, ils se changent chez eux. Ils viennent avec leurs habits et ils repartent chez eux, ils se changent chez eux. Donc en fait, on a mis dans une salle aussi à disposition des cintres pour qu'ils puissent avoir la possibilité de se changer et de laisser les vêtements qu'ils utilisent au dispensaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore récent. Donc on essaye de les inciter à le faire pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi être un vecteur à la maison du coup. Et la semaine prochaine, on va pouvoir aussi, on est en train de créer des uniformes, alors qui plus tard serviront à nos patients, mais pour l'instant qui vont servir en tout cas pour le coronavirus pendant l'épidémie, avec l'école de couture. Finalement, les deux professeurs étaient à la maison et n'avaient pas de travail, donc ils ont besoin d'argent. Donc on les a fait venir. Elles portent des masques, mais du coup elles vont créer nos uniformes, donc pour nous et puis pour les patients aussi. Comme ça, il y aura moins de contacts d'habits contaminés, etc. Donc voilà. Et puis on s'est lancé dans la création de masques. Donc voilà, grâce à des donateurs italiens, ils nous avaient offert une machine à la communauté. Et donc Perrine a un don pour coudre. Donc moi, je suis la petite main qui plie les masques et Perrine est celle qui coud. Donc voilà. On en vend, c'est pour nos collègues, pour nous, mais c'est également pour les patients qui veulent se protéger. On a même une commande hier de 30 masques, donc on était à la machine en usine, voilà. Parce que évidemment, il y a un petit peu, on a remarqué qu'en fait, depuis le coronavirus, les patients évitent de venir au dispensaire, donc ce qui est quand même bien, parce que faut pas que y ait trop de monde au même endroit. Et du coup, ce qui nous laisse plus de temps justement pour faire des masques, parce que on occupe aussi notre temps en faisant autre chose. L'après-midi. Super. En devenant couturière. C'est ça. Alors là, le dernier point sur lequel on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, c'est que depuis hier, une des patientes qui était là, je l'ai entendu communiquer avec une autre personne en disant oui, le centre du gouvernement, donc public du village, est fermé. Alors, je m'interrogeais en disant comment est-ce qu'un centre d'accueil le centre de soins, l'autre dispensaire pouvait être fermé. Et en fait, apparemment, ils ont réduit un maximum pour éviter les contacts et les épidémies. Donc, il n'y avait plus qu'un médecin et une infirmière. Et donc, du coup, il y a un trieur, un monsieur, qui trie les patients en disant si c'est pas important, vous allez ailleurs. Et donc, depuis hier, il y a quand même un petit flux de patients un peu plus important ici. Et donc, du coup, voilà, on a remarqué ça. Donc voilà, pour l'instant, on va voir un petit peu. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait non plus une entrée massive de patients au dispensaire parce que nous, on se mettrait à risque. Voilà, donc c'est au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour tous les jours, ça change, en sachant que là, ils ont depuis hier arrêté les transports. Donc tout l'alentour de Nairobi et les 100 km aux alentours, donc même Zika, la ville où on allait d'habitude, a été bloqué. Donc on n'a plus le droit de circuler. Donc voilà, on va voir un petit peu comment s'organiser. Et tous les jours, on a des nouvelles mesures, donc tous les jours, on s'adapte. Et justement, quand on part en mission, on ne se dit pas, tiens, il va y avoir une crise mondiale qui va se déclencher. Qu'est-ce que ça change, en fait, pour votre mission ? J'y pensais justement à cette information. Et en fait, je me suis dit qu'on avait eu de la chance que nous soyons là depuis 1 an et demi, ce qui nous a permis vraiment d'être intégrés dans l'équipe, de nous sentir à l'aise et de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires et de comprendre ce qui arrivait. Pour nous,
Pour l'instant, bien sûr, on en parle. On en parle à longueur de journée, au dispensaire, on en parle à la maison. On est plus prudent, mais on est toujours au dispensaire, on est là dans le soin. Et donc, pour nous, notre première mission, ça va être de prendre soin des patients, voilà, qui est coronavirus ou pas. Donc, ça ne remet pas en cause notre mission, mais clairement, notre mission, elle a pris un nouveau tournant, en fait. Clairement, elle a pris un nouveau tournant. Ça veut dire que on va être là. En effet, on va connaître une crise mondiale. On va aider nos collègues. Nos collègues vont nous aider aussi. Et voilà. Et du coup, c'est un échange mutuel parce que tout seul, on ne pourra rien faire. Et donc, voilà, ensemble, on arrive à trouver des moments où on arrive à rigoler, à se détendre ensemble et ça nous aide à avancer jour après jour. Et du coup, tu parlais de vous détendre. Comment vous puisez l'espérance, des petites joies quotidiennes dans votre mission face à ce contexte un peu plus morose ou peut-être un peu plus inquiétant? Tout d'abord, c'est avec nos collègues. Parce que les clients sont quand même des personnes très joyeux, très souriants. Même en ce qui concerne les patients, moi je vois quand même la différence. C'est des patients, même si j'injecte quelque chose, lui fait mal, il repart avec le sourire en me disant God bless you. Donc voilà, c'est une autre approche au sein, c'est une autre approche aussi de communication en fait. Et même si on sent qu'il y a des tensions. On sent que les personnes, ils sont un petit peu stressées ou appréhendent un petit peu le coronavirus. Ils sont quand même encore dans l'humour en fait. Et c'est ça moi, ça me déstresse des fois, parce que des fois, c'est moi qui apporte un peu le stress, alors que normalement, j'ai une mission qui devrait être d'apporter la joie. Et c'est eux qui m'apportent, en fait, de me déstresser, en fait, et de dire, bah non, Claire, rigole quand même, parce qu'on n'est pas encore mort. Donc, c'est chouette d'avoir ce partage. Et du coup, après, on repart dans les sourires. Et c'est vrai qu'en fait, avant, on avait ce contact physique, on se faisait des gros checks en arrivant en haut. Du coup, là, on l'a plus. Donc, on essaie de trouver d'autres choses qui nous permettent d'avoir quand même ce contact, en fait, mais toujours avec le sourire. Après, pour moi, ce que je redécouvre et qui est une grande chance, en fait, c'est même si on est dans une communauté, enfin, on a la chance d'être avec une communauté d'une congrégation religieuse, des sœurs, et du coup, on a une prière tous les jours. Enfin, voilà, c'est quand même assez soutenu. Et en fait, je redécouvre quand même la prière, en fait, durant ce temps-là, parce que ce coronavirus, en fait, ça me permet de prier encore plus pour le Kenya, encore plus pour les gens, encore plus pour la France, pour le monde et les gens qui sont atteints et tous les dégâts qu'ils font. Et du coup, en fait, c'est une ressource de fou, en fait. Parce que et en fait, on a la chance encore d'être avec cette communauté-là parce qu'en fait, elles ont la présence réelle dans leur couvent. Donc, on peut avoir l'adoration les matins si on veut. Enfin, voilà, on a quand même une prière soutenue et encore plus durant ce temps-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui me supporte. Et du coup, cette famille, des sœurs qui sont toujours là avec nous, qui d'être en famille aussi avec Perrine en binôme, de parler et de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer un petit peu la prévention auprès des gens, pour voilà, et puis même entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour détendre un petit peu l'atmosphère? Bon, allez, on va faire un peu de relaxation, on va aller se prendre un petit thé 5 minutes. Enfin, voilà, c'est. Et puis, comme Claire le disait, en fait, notre mission, elle est un petit peu spéciale, c'est que on vit toutes les deux. Alors, nos chambres sont au-dessus du dispensaire, donc on est vraiment au sein du dispensaire au quotidien et en permanence. Mais nous vivons avec les sœurs, c'est-à-dire qu'on nous allons manger avec elles, on va prier les vêpres tous les soirs avec elles. Là, du coup, depuis l'infection, tous les samedis matins, on a un temps de recollection. Donc, voilà, une des sœurs qui partage sur un sujet et qui nous permettent de nous poser, de créer des sujets de conversation tous ensemble. Et puis, l'adoration tous les matins, en effet, quand on peut y aller, quand il n'y a pas d'urgence à l'hôpital. Et c'est un vrai moment de ressources. Et en effet, on a, par toutes les conversations, par toute l'espérance qui ressort de nos discussions, on se sent plus forte, en fait. Et la foi, elle prend en effet un tournant nouveau. Et on sent bien qu'il y a
voilà, on espère quelque chose de plus. On se dit, voilà, le pape, dans ce qu'il nous disait, c'était que peut-être qu'on était allé un petit peu trop loin, et sûrement qu'on nous sommes allés trop loin, voilà, dans nos désirs, dans nos vies, dans le contact avec le temps, avec notre planète qui était malade, et ça c'est vrai. Et aujourd'hui, dans tout ce contexte, on se rend compte de ô combien il a raison, et ce qui nous permet de nous dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans ma vie, qu'est-ce que le Kenya a déjà changé en moi, et en espérant toujours que voilà, le monde entier réagisse, et que la vie, l'espérance et l'amour, en tout cas, voilà, gagnent sur cette épidémie. Alors effectivement, le pape appelle depuis plusieurs jours à écouter le cri des plus pauvres. Vous avez osé écouter ce cri il y a 1 an et demi en partant en mission. Donc vous avez été bousculé en arrivant sur place en mission. Est-ce que vous l'êtes davantage encore avec cette crise, ou finalement c'est un bousculement qui a toujours été là et qui continue à être là, mais de la même manière? Alors, en effet, en arrivant ici, on a plongé. Hein. Ça a été une véritable aventure parce qu'on ne parlait pas anglais, enfin, ou 3 mots. L'accent, faut dire que l'anglais, mais accent africain, hein, c'était aussi quelque chose. Le fait d'être dans un nouveau contexte, dans un nouveau pays, dans un nouveau continent, avec des soins finalement on ne comprenait pas au début, etc. On a vraiment dû pendant 2-3 mois s'adapter. Ça nous a donné une force, et au fur et à mesure de la mission, on a vraiment découvert un amour et un échange et une, comment on peut dire ça, une passion pour notre mission finalement qui nous fait avancer tous les jours. Et donc en fait cette crise-là, pour l'instant, en tout cas de ma part, je pense que Claire aussi c'est la même chose, ça ne m'a pas ébranlé plus que ça, parce que pour moi ça m'a donné un sens nouveau à ma mission, oui, on va être là pour les accompagner et eux aussi vont nous aider, et on va tous s'aider, et le Kenya va passer outre cette épidémie, mais voilà, la mission continue, et pour nous ça n'a absolument pas changé notre désir de rester en mission au Kenya. Pour moi, je rejoins Perrine, c'est une continuité en fait. Et je me dis que si cet événement-là survient lors de notre mission, c'est qu'on a une mission particulière dans cet événement-là. Donc voilà, on essaie de voir, enfin moi j'essaie de me reposer la question, donc Dieu m'a envoyé ici, c'est pour donner quelque chose ici, et c'est aussi pour recevoir. Qu'est-ce que dans cette période-là je peux donner, mais qu'est-ce que je peux recevoir aussi, et voilà, c'est un nouveau challenge, mais comme elle dit, ça reste dans la continuité en fait. Je vois pas de une séparation. Non, c'est pas une séparation, c'est une continuité en fait, mais avec de nouveaux challenges, et ça permet de se reposer la question. Voilà, je suis partie en mission, Dieu m'a donné cette mission-là, mais qu'est-ce que moi, en tant que Claire ou en tant que Perrine, qu'est-ce que j'ai comme don que Dieu m'a donné pour leur apporter, pour faire face à cette pandémie. Comment faire fructifier nos talents tous ensemble, voilà. Et puis on en discutait juste avant avec Claire. On se disait justement que durant toute cette mission, on a découvert des challenges, parce que voilà, on a fait face à des situations qui étaient plus ou moins difficiles, personnelles ou professionnelles. Et du coup, un des éléments qui nous a touchés dans l'éducation que Sister nous a donnée, dans ses enseignements, c'était que Dieu nous envoie jamais ce que l'on est capable de porter. Et donc, si cette épidémie arrive maintenant, mais voilà, c'est qu'on a notre place ici, et que on va y faire face tout ensemble. Ouais. Et moi, je veux compléter du coup avec une autre sœur qui disait que on a entre guillemets, on a le pouvoir en nous. Dieu nous a donné le pouvoir en nous, mais comment elle disait, on a le pouvoir en nous, mais on le voit pas, on veut pas l'utiliser. Et du coup, il faut vraiment aller chercher ce que Dieu nous a donné en tant que personne, parce moi et Perrine, on est différentes, et Dieu nous a donné 2 dons différents pour se compléter peut-être pour cette mission-là. Donc, en tant que personne, qu'est-ce qu'il nous a donné de personnel pour pouvoir apporter quelque chose à cette situation, pour faire face à cette situation et se laisser bousculer. Ouais, tout à fait, se laisser bousculer, ouais. Et c'est comme ça que vous avez mis en place la couture de masques et bien d'autres choses, en allant puiser des tout nouveaux talents. Exactement. Des talents qui sont là, mais qui peuvent être utilisés du coup à bon escient.
Et autour de vous, est-ce que justement, Claire, tu parlais apprendre à donner et aussi à recevoir davantage, voir ce qu'on pouvait recevoir. Qu'est-ce que vous recevez en cette période? Enfin, est-ce qu'il y a des talents autour de vous, des Kenyans, des ressources en fait qui vous surprennent et qui se révèlent et qui aident à avancer ensemble face à cette situation? En fait, ce qu'on disait, c'était par rapport à la solidarité que les Kenyans ont. Depuis qu'on est venu ici, en fait, on voit vraiment une solidarité entre eux. Dès que quelqu'un a besoin, c'est la famille, c'est les voisins, c'est le village qui va essayer de se mettre. Comme moi, j'ai eu l'expérience avec les jeunes, par exemple. C'était les jeunes de la paroisse qui ont décidé de construire une maison pour une grand-mère qui n'avait rien, en fait, qui avait une maison mais sans porte, sans sol, qui était abandonnée de sa famille. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais participé du coup à cette construction avec ces jeunes-là et qui m'ont beaucoup touchée. Et du coup, enfin, c'est pour dire que voilà, il y a vraiment une solidarité, que ce soit les jeunes, les plus âgés, enfin voilà, c'est impressionnant. Et en fait, ils n'ont pas lâché cette solidarité et durant cette pandémie. Et comme on disait, enfin, le petit exemple de Perrine qu'elle m'avait donné, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Tu peux en parler? Pour les mamans? Ouais, les mamans, j'aime bien. Alors, par exemple, en ce moment, les mamans n'ont plus le droit aux visites. Et donc, pourtant, les mamans, les grand-mères, avaient un rôle hyper important d'éducation et de soutien auprès des mamans. Et donc, en ce moment, donc évidemment, il y a moins de nourriture. Et quand une a un thermos avec du thé, eh ben, elle le passe à toutes les autres mamans pour chacune prenne une tasse. Et puis, quand l'autre reçoit un nouveau thermos par sa famille, par la fenêtre, et bah, du coup, elles s'échangent comme ça. Et en fait, il n'y a jamais une maman qui est toute seule. En fait, parce qu'il n'y a pas de chambre unique, elles sont dans les chambres 5 par 5. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment des beaux moments que l'on voit. Et c'est quelque chose qui nous touche parce que nous, on n'a pas forcément de problème de nourriture, mais eux ici, des fois, il faut débourser de l'argent pour ça. Ils n'ont pas forcément toujours d'argent déjà pour s'acheter à manger. Alors, pour l'hôpital, quand ils vont à l'hôpital, ils savent qu'ils vont payer quelque chose. Donc, ça, voilà, c'est des frais. Et rien que ça, pour moi, ça montre beaucoup, en fait. Ce qui me touche énormément, c'était et ce qui m'a toujours touchée d'ailleurs, ce que je me rends compte encore plus maintenant, c'est la simplicité de leur foi. Alors, pas dans le fait que leur foi soit naïve ou pas assez intellectuelle, etc. Mais c'est ce que je me suis rendu compte dans ces moments de tension. En fait, leur prière, elle vient du cœur. Et ils ne cherchent pas à comprendre tout ce qui se passe, à comprendre tous les mystères, à comprendre voilà, tous les mystères pascals, comme nous, on chercherait à comprendre en France, mais pourquoi Dieu nous envoie ça? Non, Dieu, il est là. Il nous a jamais abandonnés. Il a toujours été là pour nous, même durant la période de sécheresse de 10 mois qu'on a connue l'année dernière, après les périodes de grande pluie. Dieu a toujours été là. Et en fait, au quotidien, ils se nourrissent de l'évangile et ils le vivent réellement. Et en fait, ça, c'est vraiment une leçon, même pour nous et pour moi. Je sais que chaque chose dans ma vie avant était planifiée. Ma journée, ma semaine, le mois, je savais que j'allais faire ça. Voilà, tout était planifié. Et eux, ils ont une espèce de vie. Voilà, au jour le jour, on accepte ce que Dieu nous envoie, ce que Dieu nous offre. On voit comme des cadeaux tous les petits moments d'échange et de partage que l'on a. Et en fait, voilà, ça c'est vraiment un message que je voudrais envoyer, c'est que nos foi se complètent. Mais cette foi-là, à vivre en toute simplicité, à oser demander à Dieu, à notre Père, mais aide-nous, réveille-toi, viens nous aider parce qu'on a besoin de toi, on est là, on est faible, mais on a besoin de ton soutien parce que justement, on n'y arrivera pas tout seul. Donne-nous la force de mettre en place tout ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous porte au quotidien et c'est extraordinaire ce qu'on a pu recevoir en tout cas de cette fois des Kenyans ici. Tout à fait. Je finirai par 2 mots, la confiance et l'abandon en Dieu. C'est vraiment quelque chose de fort ici. Trop beau. Et du coup, pour terminer, merci pour tous ces témoignages. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent depuis la France? Voilà, on est tous confinés chez soi. Est-ce que vous avez des conseils pour vivre ce confinement? Est-ce que voilà, des choses que vous aimeriez partager? Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Tout d'abord, garder courage, parce que pour l'instant, c'est vrai, nous, on n'est pas, pour l'instant,
voilà, on a encore la chance de pouvoir aller au dispensaire pour pouvoir prendre soin des gens. Donc certes, on est dans l'action, ce qui manque, je pense, beaucoup à certains qui sont enfermés à la maison. Mais voilà, gardez patience et l'espérance, parce que nous savons que le confinement, c'est le seul moyen d'arrêter cette épidémie. Et tout simplement, j'aurais envie de vous dire, abandonnez-vous. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur, parce qu'il est là. Il prend soin de nous, il est toujours là sur nous, il veille sur nous. Et peut-être que son message, justement, aujourd'hui, il est là. Prenez conscience de tout ce qui était nécessaire dans nos vies, tout ce qui ne l'était pas, pour pouvoir démarrer mais oui, une nouvelle vie, je pense qu'il faut oser le dire, une nouvelle vie et un nouveau voilà, un nouveau monde et une nouvelle planète plus solidaire, avec plus d'amour et plus de voilà d'échanges avec nos voisins, avec notre famille, et puis oser perdre du temps aussi, parce que finalement à la maison on perd du temps toute la journée, peut-être voilà, on se disait ah, bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant toutes ces heures-là, et finalement bah voilà, le temps il est là, et il nous permet aussi de penser et de réfléchir à ce que Dieu nous donne et à ce que nous pouvons donner en échange à nos frères, à nos voisins, à nos familles, à nos amis, etc. Moi, durant cette semaine, je réfléchis davantage à quelque chose que j'ai reçu via une vidéo d'ailleurs, je crois, qu'il disait que dans tous les événements que Dieu nous envoyait, que ce soit difficile ou facile, enfin joyeux ou triste, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire, le message que Dieu veut nous faire passer. Et en fait, c'est une super belle réflexion, parce que en plus cet homme-là parlait de sa femme qui avait perdu, sa femme dont la maman de sa femme est décédée durant le Covid à plus de 9000 km, enfin, pas 9000 km, mais 900 km, merci. Très loin de chez eux, parce que elle a dû être transférée dans un autre hôpital, elle est décédée toute seule, elle n'a pas pu être à ses obsèques. Et il était quand même dans l'espérance, qui est quelque chose qui est plus, enfin, de cette expérience, il y a quand même quelque chose que Dieu veut montrer. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée, et je me dis que oui, dans tout ce que Dieu, même la pandémie, enfin, c'est dramatique tout ce qui se passe, et toutes les personnes qui meurent, et les familles qui en souffrent, et on prie énormément pour ça, parce que, et pour les personnes, pour qu'elles soient consolées, etc. Et pour être consolé, il faut trouver cette petite lumière que Dieu nous envoie, en fait. Et voilà, c'était une piste de réflexion. C'est pas du tout un conseil ou quelque chose, mais c'est juste une piste de réflexion pour voir le beau, en fait, qu'il y a dans le malheur. Merci Claire, merci Perrine pour ce beau témoignage. Donc si j'ai bien compris, on est tous invités à vivre un confinement marqué par l'espérance, c'est bien ça? Exactement. Donc vivant dans l'espérance. Et prenez soin de vous, à bientôt.